Veuillez alors. Je prépare pas, je viens exprès parce que je n'admets pas que l'on soit malade ou non. Je vais le mettre là. Tu me le mets en marche alors et puis... Je supprimerai mon séminaire. Je vais le mettre en marche. Si je ne peux pas le faire, mais à l'avance, c'est comme par exemple l'année prochaine, peut-être que j'abandonnerai le séminaire parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'un peu pénible. Là, je pense que ça tourne. Maintenant, il y a REC, tout marche, d'accord. On va laisser comme ça. M'épuiser, mais de toute façon, on ne tournera pas. Il faut dire, on ne dépassera pas pour les questions. La batterie. Normalement, il y en a. Il m'a dit qu'il y en avait la fin du monde pour des heures. Pour que je ne vienne pas, pas en séquence-là, mais dans les 80 ans, 60 ans que j'ai passé dans l'enseignement public, je n'ai jamais pris un seul jour de congé de maladie. Parce que je considère qu'on n'a pas le droit d'être malade, c'est un problème. Je suis de ce point de vue-là comme Samuel Butler dans Erewhon, où les malades sont considérés comme des criminels et sont mis en prison. Donc on se garde d'afficher une maladie, parce que vous êtes arrêté. Et ça m'avait beaucoup frappé, parce que je me suis dit, oui, effectivement, on n'a pas le droit d'être malade, ce n'est pas une excuse absolutoire. Donc, ne soyons pas malades, et même malades, accomplissons ce que nous avons décidé. C'est parce que vous êtes superstitieux, plutôt. Superstitieux? Oui, ça va avec votre superstition. Ah, peut-être. Tout à fait. Je trouve. C'est possible. C'est possible. Mais c'est le dernier cours de ce premier... Ouais. Il n'y a pas cours la semaine prochaine, mais ça reprend le 8 janvier. Parce qu'en fait, moi, je suis inscrite en régulier. Donc, du coup, je peux poursuivre après. Oh oui, vous faites ce que vous voulez. Alors il a laissé, il est venu, mais il n'avait pas, il ne t'a pas donné d'appareil d'enregistrement, alors rien. Bah j'ai ça moi. Ça suffit, hein, ça le libère, lui ça l'arrange. Bah je suis équipé maintenant, j'emprunte. Je suis venu le chercher hier spécialement. Je suis venu chercher. Ils me connaissent, cette vidéo. Par contre, oui, je vais remplacer ça tout de suite. N'oubliez pas de transporter, parce qu'ils font grève aujourd'hui en vidéo. Donc, je vais revenir demain. Donc moi, je ne vais pas me balader avec le... C'est pour ça que je suis venu hier. Monsieur Chirac. Donc, en est-il? Ça correspond avec la fin de ce petit cahier. Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre et est-ce qu'il y a un partiel pour ce... Vous pouvez soumettre quelque chose. Et on revient. Voilà. Vous aimez parler, vous pouvez faire un exposé, proposer un exposé si vous voulez. Il n'y a pas de partiel au sens strict du terme. C'est libre, le travail. C'est là que l'on passe en janvier 2015, où l'on a une reprise que nous voyons assurée par Hans Kretz. Le jeudi 8 janvier, c'est là où il faut assurer. Alors là aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de monde, ça n'a pas d'importance, puisque c'est moi qui suis là,
on connaît ce que je veux dire, ça n'a pas d'importance qui est assistant ou non. Tandis que pour Hobbes, il faudrait du monde. Car la rêverie est virtuose, la philosophie d'Olivier Rubodalon, voilà quelque chose de très très intéressant et important parce que c'est quelque chose de peu connu dont on n'a pas beaucoup parlé, mais comment assurer la propagande, la publicité pour cette intervention de Harry Pécresse. Ouais, ça c'est très bien. Bon, on mettra l'info. Il faudrait s'y prendre parce que c'est sur Info. c'est le 8 janvier, mais il y a les vacances, il y a Noël 1er janvier, mais si l'on compte bien, la semaine prochaine, c'est le 18. Bon, il n'y a rien. Après le 18, c'est le 25, il n'y a rien. Donc, c'est Noël. Après Noël, c'est le 1er janvier, il n'y a rien. Donc ça fait, donc nous comptons 3 semaines. Et c'est à 1 mois d'ici. Mais si l'on compte dans ces 3 semaines, au moins 2, où l'on ne peut guère toucher les gens, on dispose d'une semaine à peu près pour alerter le monde. Alerter qui? Pour Mais justement, le qui? Il faudrait pouvoir battre le rappel de tous les gens qui viennent. Oui, mais Thierry va le faire sur Info Philo. Il va le faire. Oui, parce qu'il faut on va faire quelque chose de systématique. Parce que c'est ça, et c'est ça. On sait, un rappel pour chaque séance. Dans ce genre de séminaire, c'est normal. Les gens viennent au début pour savoir de quoi il s'agit, puis ensuite ils ralentissent fort. On va passer par Info Philo. On va passer par Info Philo et on va faire en sorte que... Donc il faut bien... Le jour où tu ne peux pas, Thierry, tu délègues, tu nous demandes et nous on le fait. Moi j'ai déjà fait. Alors, d'autant plus que là, le mois de janvier, Ben non, de toute façon... a 2 éléments importants. Non mais Guy, il est pas en plus, sérieux. C'est-à-dire Jacques Rancière, qui se trouve le 22 janvier. Attendez, là j'ai prenez les papiers si vous les avez peur. C'est ça, donne les papiers. Jacques Rancière, le 22 janvier, quel art, quelle vie. Quel art, quelle vie. C'est ça. Tiens, prends un papier. Alors, j'ai un papier. Non, je préfère écrire. Ah bon. Et Alain Brosselin a le 5 février. Donc, ah oui, là, ça c'est bien programmé. Mais alors, il faudrait, comme Nathalie est là, Nathalie Perrin, et que tu as proposé de parler de quelque chose qui est en relation avec ce que l'on a traité, qui est Duchamp, les 2 Mauriceau Lazzarato, si ça t'intéresse. Et ça serait intéressant de savoir justement si j'étais à même de faire un compte rendu. Oui, c'est ça. Mais peut-être purement et simplement. Oui, oui, donc ça créerait un débat comme ça, très intéressant, avec une trame au départ. Bon, tu veux qu'on te programme déjà un petit peu? T'as une idée de date? Non. Regarde quand même là, tiens, je vais te donner. En fait, je ne peux pas vous donner ma réponse parce que j'attends pour un travail possible dans l'Académie d'Amiens. Ah, ben c'est donc ça. j'attends la réponse d'ici à 2 semaines. Donc si ça peut attendre 2 semaines, je vous donne la date. Je vous confirme la date pour février. Ben tu vois comment c'est placé. Parce qu'ensuite on a Diane Morgan. Ça va se remplir, hein? Oui, mais c'est en on a février, des mars. trucs indéterminés. C'est indéterminé puisqu'à 5 février, 12 mars. De gros congés en plus. Oui. Il y a quelque chose en février qui n'est pas fait aussi.
Mars aussi, mais quoi qu'il y ait 12 et même 6 Mars, maintenant Belle-Trille, on ne voit jamais. Il va venir, il ne faut pas me confirmer. Peut-être viendra-t-il. T'as tout le mois d'avril, exception fait des vacances de Pâques. Et avril, alors, effectivement, il y a de la place. Mais ça nous reporterait au 28 mai, c'est-à-dire Georges Bleus, qui fait quelque chose d'intéressant, avec Paul Clé, seulement entre-temps, il faudrait que nous ayons la matière de façon à traiter quelque chose. Il y aura Velasquez, hein. Je peux lui dire de venir. Qui? Velasquez. Il y a une grande exposition Velasquez en mars. Velasquez? Velasquez en mars. Ça, je peux vous en parler, ça changera. Enfin, j'aborderai au moins lors de nos débats multiples. C'est vrai, ça sera aussi important que du chant quand même. Il y a des trous. Par rapport à l'année dernière, il y a des trous. Mais en février, quelles sont les dates en février possibles? Mais je te l'ai dit, c'est pas marqué. En février, il y a 5 disponible en dehors des vacances. Tu regardes les vacances. 5 février à la Brossard. Ah oui, bêtise. Mais on ne sait pas sur quel thème. Mais Brossard est là en février. C'est ça. Oui, il vient spécialement, il a retenu cette date-là. Enfin, spécialement, donc c'est son... De Taïwan? Parce que je crois qu'il était à Taïwan toute l'année. Bien sûr. Bon, justement, on a discuté avec lui. Et on a choisi cette date-là en fonction de sa venue en France. Pour ceux qui n'étaient pas là, alors je fais... comme je suis malade, aujourd'hui je me permettrai... Ça dépend de si l'Académie d'Amiens... d'écourter la séance, ça début janvier. C'est-à-dire de faire que cette séance se termine à 5 heures, ce qui arrangera tout le monde d'ailleurs. Mais je vais commencer, je donnerai la parole ensuite à Thierry, je vais commencer cette séance qui était appelée confrontation-superposition, il faudrait dire à proprement parler confrontation 2, puisque déjà on avait lancé cette idée de confrontation. Superposition, je le rappelle, a été suggérée par le titre du livre de Deleuze, qui a été évoqué également la fois dernière, avec la présentation d'Alexandre Costanzo. Il n'y avait pas non plus beaucoup de monde, il y avait un peu plus de monde, mais là c'est un peu navrant, parce qu'il y avait pour cette présentation de Costanzo, qui devait avoir lieu aujourd'hui, mais qui avait été transporté le 4, il y avait 5 personnes, et c'était très intéressant, puisque ça parlait de Carmelo Bene, qui est très peu connu en France. Il est plus célèbre en Italie, évidemment, mais en France, c'est rare qu'il y ait des gens qui aient vu quelque chose ou entendu quelque chose de Carmelo Bene, bien qu'il ait été célébré beaucoup par Gattari et par Deleuze. Mais enfin, ça, ce n'est pas suffisant pour permettre de connaître exactement quelqu'un. Et ce qu'il a présenté était intéressant, mais aussi d'ailleurs, certains demanderaient des réflexions et des discussions plus approfondies pour savoir quelle est la portée de l'art, de l'esthétique de Carmelo Bene, qui est éclairé par un texte de Deleuze qui s'appelle précisément, qui est inséré dans Superposition. C'est Superposition, c'est-à-dire que c'est un petit livre qui comprend d'abord un texte de Carmelo Bene, qui est le Richard III de Shakespeare, et un texte ensuite de Deleuze. Richard III de Shakespeare, c'est-à-dire que le propre de Carmelo Bene, c'est d'avoir greffé, c'est ça qui est un mode de travail tout à fait curieux
qui a été utilisé toutefois également, je crois, qui s'est greffé aussi dans les arts plastiques. Lorsqu'il y a dans les arts plastiques un tableau, mettons, de Van Gogh sur le moissonneur, un moissonneur de Millet, ou Delacroix a repris également, je crois, de Rubens. Il y a des tableaux qui sont reproduits, mais qui ne sont pas du tout reproduits de la même façon que les gens qui sont des reproducteurs du Louvre, par exemple, on pourrait dire quasiment professionnels, font, c'est-à-dire des reproductions, mais des reproductions interprétations, c'est-à-dire qui sont des œuvres tout à fait à part entière. Le Millet de Van Gogh est une œuvre à part entière de Van Gogh, ça c'est absolument certain, c'est une reprise du tableau. Thierry, qui est très connaisseur et une véritable encyclopédie en la matière, qui pourra nous dire peut-être si tu vois justement dans ce cas des œuvres qui, appartenant à des auteurs contemporains, sont des créations qui sont faites à partir de l'œuvre antérieure. L'œuvre antérieure, c'est Shakespeare. Et le Richard III de Shakespeare, repris par Carmelo Bene, est effectivement un Richard III, mais un Richard III qui est amputé, qui reprend un certain nombre de choses, mais qui d'autre part est transformé et amputé d'un certain nombre d'autres choses. Et Deleuze, qui ne résonne pas particulièrement sur Richard III, mais sur d'autres œuvres, il y a également, dans ce qu'avait présenté Alexandre Costanzo, il n'y avait pas Richard III, mais il y avait Salomé, qui avait été également travaillé à partir de la Salomé d'Oscar Wilde, et il y avait également, je ne me rappelle plus sur quelle autre œuvre, s'était implanté ce qu'avait présenté Costanzo. Notre-Dame des Turcs. Notre-Dame des Turcs. Là, c'était une création. Est-ce que ce Notre-Dame des Turcs était une œuvre de création originale ou pris d'après une œuvre existante? Non, c'était original, ça. Moi, je crois que c'est de Camillo Bene, c'est une œuvre originale de Camillo Bene. Lui, c'était une œuvre originale. Donc, il a également, alors à part, en plus de ses travaux sur des œuvres déjà existantes, il y a des œuvres de Carmelo Bene originales, alors, à ton avis. Oui. Dans ce qui a été présenté, oui. Oui, je pense. Dans Superposition de Deleuze, il y a l'exemple de Roméo et Juliette qui est très frappant. Oui. Puisqu'un personnage essentiel, qui est censé mourir sous l'épée de Roméo, survit au contraire. C'est Roméo qui disparaît. Et donc la pièce continue. C'est ça l'invention de Carmelo Bene. C'est une greffe, une entaille, et puis en fin de compte, un changement complet du cours de la narration à partir de là. Mais au cinéma, on a tout autre chose, qui est surpris. On ne peut absolument pas se représenter le cinéma de Camillo Bene à partir de son théâtre, son œuvre écrite. Le texte de Deleuze porte sur le mineur, sur la littérature mineure, qui n'est pas une littérature inférieure, mais qui est une littérature qui se situe précisément dans ce cadre d'un déplacement, de la suppression de certains repères et de certains, c'est ainsi que je le traduis, de certains éléments autour desquels, ou de principes autour desquels se produisent les productions majeures ou majoritaires, qui sont essentiellement, par exemple, pour l'œuvre de Shakespeare, construite autour de problèmes d'ordre d'État, d'ordre politique, d'ordre de souveraineté, tandis que tous ces problèmes strictement d'ordre politique qui se trouvent
le Richard III de Carmelo Bene sont supprimés, et ce qu'il y a, c'est essentiellement quelque chose qui est le flux, on pourrait appeler, en utilisant le même langage, le flux passionnel, les flux désirants, la cruauté, le sexe, etc., qui est en quelque sorte travailler en liberté ou le laisser à le libre développement, et qui entre dans le cadre de cette littérature mineure dont parle Deleuze, qui parle également d'ailleurs aussi d'une politique mineure, c'est-à-dire que l'élimination d'une stratification politique qui caractérise le majeur, c'est-à-dire l'État, le sujet, le citoyen avec ses différentes propriétés, ses différentes fonctions, est supprimée. Mais il y a précisément des politiques mineures qui s'insèrent, que l'on peut appeler aussi politiques du désir, qui sont caractéristiques du mineur ou de la littérature mineure dans l'œuvre de Deleuze, dans Kafka en particulier, puisqu'il dit il écrit avec Guattari dans Kafka que toute politique mineure et que toute littérature mineure est essentiellement d'ordre politique, mais d'une politique qui n'entre pas justement dans ce cadre stratifié. Donc c'est plutôt une définition hors des strates de la littérature, de la politique étatique, que l'on voyait également se manifester dans Mille Platon sous la forme du nomadisme. Le nomade définit une politique mineure qui a été constamment en opposition et victime d'ailleurs de l'établissement de la politique majeure qui est celle de l'histoire, puisque la politique de l'histoire c'est en quelque sorte l'établissement universel des États, de la constitution des peuples, et en nations et en États, de sorte que le nomadisme, si tant est qu'il fut originaire, a été complètement éliminé, ou a eu tendance à être complètement éliminé, et est resté à l'état de politique mineure, mais qui se traduit également par des multiplicités intensives, c'est des intensités qui se manifestent aux différents degrés à l'intérieur de ces stratifications de politique majeure qui ont fait l'objet, comme vous le savez, de ces micro-politiques du désir, définies à partir en particulier de 1968, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la situation des femmes, etc. Donc il y a eu l'insertion ou la libération, on pourrait dire, de ces flux désirants dans les politiques mineures. Et pour en revenir à Carmelo Bene, c'est là où s'inscrit l'intérêt de son œuvre qui travaille justement au niveau de cette minorité. On pourrait dire que la même chose, dans une certaine mesure, peut-être pas d'une façon aussi ouverte, serait visible chez Pasolini, qui dans la politique est toujours inscrite, les expressions politiques sont toujours inscrites en marge
des partis et des politiques pratiquées en Italie. Il a toujours, il n'a jamais pu être rangé du côté ni du communisme, ni de la pensée démocratique, ni de la pensée, ni de la politique strictement marxiste, pas plus que du côté de la social-démocratie, etc. Donc il y a entre ces différentes stratifications une définition qui a été précisément la caractéristique de la politique de Pasolini, qui s'est exprimée sous la forme essentiellement d'ailleurs sous la forme de la dénonciation, après le premier fascisme qu'il a condamné, qui est celui de Mussolini, celui de Hitler, du second fascisme qui a été celui de la société de consommation, du capitalisme moderne, qui déjà se manifestait au moment, dans les dernières années de sa mort. Il a été assassiné en 1975, mais ce mouvement du capitalisme, du néo-capitalisme et de la société de consommation était en marche largement auparavant, déjà visible à partir de 1960. Il a commencé à l'exprimer, je ne me rappelle plus quand, mais enfin autour des années 65. Donc c'est à ce moment-là que cette idée qu'il ne fallait pas se contenter d'opposer le fascisme à la démocratie, mais que la démocratie avait, sous cette forme dont l'aspect proprement politique était la social-démocratie ou la démocratie chrétienne, on ne pouvait pas opposer la démocratie au fascisme, parce qu'il y avait également une forme de fascisme qui était beaucoup plus même transformatrice de la société, de son environnement, de l'homme même, de sa subjectivité, de sa corporéité. Même c'est tout ce que Pasolini avait dénoncé dans son œuvre et exprimé d'une façon particulièrement claire, particulièrement nette dans son livre posthume de Pétrole. Par conséquent, on pourrait dire que dans Pasolini également, il y a l'existence d'une littérature et d'une œuvre et d'une cinématographie et d'une politique mineure qui parcourt son œuvre et qui est longue, qui est le contrepoint de la politique majoritaire exprimée dans les mouvements, dans les expressions politiques de son temps. Alors c'était autour de cela que Deleuze ne parle pas de Pasolini d'ailleurs, là-dedans, il aurait pu le faire si j'ai introduit Pasolini ici, c'est parce qu'il y avait samedi dernier un petit colloque qui avait eu lieu à l'initiative d'Hervé Joubert-Laurencin pour la présence de Pasolini il y a en 74, c'est-à-dire il y a 50 ans. Non, c'est ça, 74. Oui, il y a 25 ans. Comme il y a 40 74, 40. Non, mais non, 66, 50 ans. 74 à 2000, ça fait. Ça fait. 30 ans. 74 à 2004, ça fait 30 ans. Après, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Ça fait 40, oui. 40. 40 ans, c'est pas mal. 40 ans ou 50 ans? 40. 40 ans, c'est oui, ça. 74. Il y a 40 ans qu'il est 30, venu. Il avait dit, juste un peu avant que l'on ne sacrifie pas, évidemment, puisque personne ne pensait à cet assassinat
l'année même de son assassinat, d'ailleurs, c'est puisque je crois qu'il a été assassiné en novembre 1974 et qu'il était venu à Vincennes donc il a été assassiné en 1975. Donc c'est l'année d'après qu'il a été assassiné, puisque s'il était venu à Vincennes, puisqu'ils ont célébré en décembre la présence de Pasolini, c'est bien que c'était en décembre 1974 qu'il était venu, et c'est l'année d'après qu'il a été assassiné. Bon, alors, c'était ces mots, donc c'était pour vous expliquer l'utilisation de ces mots, superposition. Là, aujourd'hui, ce qui va être superposé aujourd'hui, ce n'est pas cela. Je laisse en suspens ce problème de la minorité, de la politique mineure. Je signale, entre parenthèses, qu'il y a un passage, un chapitre, ou une série de passages très intéressants sur l'analyse de cette notion de mineur, mais qui ne fait pas appel à superposition ni à Carmelo Bene. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est de David Lapoujade, dans le livre récent qu'il vient d'écrire, de publier, qui s'appelle Deleuze, les mouvements aberrants, et où il parle, justement, il fait dans une vingtaine de pages une longue étude de cette notion de minorité, de littérature mineure, de politique mineure, en relation avec à la fois l'aspect théorique et l'aspect aussi d'efficacité, de pratique, si l'on peut utiliser ce mot, de la politique de la pensée deleuzienne. On entend qu'elle s'ouvre sur l'action des minorités, mais non pas sur la définition d'une ligne politique qui soit comparable, par exemple, aux lignes de révolutionnaires tracées par Marx. C'est intéressant. Je n'en parle pas ici uniquement par allusion, mais vous pourrez vous y référer. Je pense d'ailleurs que cette notion de mineur porte à son intérêt non seulement dans le domaine de la politique, dans le domaine de la littérature, mais dans le domaine artistique en général. Et peut-être, il faudrait voir de quelle façon il est possible de l'introduire, peut-être pas d'une façon directe, mais de façon indirecte, dans le domaine de l'art plastique, si on considère le mineur comme ceux qui travaillent les éléments de l'art majeur, comme ceux qui les contestent, comme ceux qui les rendent à la fois fragiles, mais qui les nourrit également, de sorte que comprendre des textes majeurs, c'est en même temps voir la part de minorité qu'ils comportent. C'est une expression qui est utilisée par Deleuze, d'ailleurs, lorsqu'il parle du texte de Shakespeare. Il dit à propos de Carmelo Bene qu'il a su minorer le texte de Shakespeare. Le texte de Shakespeare, en tant que Shakespeare est un écrivain officiel, un écrivain qui raconte l'histoire de l'Angleterre, qui la raconte du point de vue de la politique royale anglaise. Il y a une opération de minoration qui s'y est opérée et qui, dans le langage deleuzien, consiste sous l'histoire et contre elle
ou sous-jacent à elle, à faire surgir les devenirs. Alors, du côté de l'histoire, il y a précisément les grands ensembles, les stratifications, les états. Du côté du mineur, il y a les devenirs. C'est peut-être cette opposition entre histoire et devenir qui pourrait nous guider du point de vue de l'analyse de l'art plastique, par exemple, justement, en tant qu'il y a également des devenirs sous-jacents qui sont à déceler, à saisir à travers des grandes structures ou des grandes stratifications qui peuvent être opérées dans l'art, soit avec le classicisme, romantisme, etc., soit avec le naturel, à travers les différentes épithètes qui ont été attribuées aux écoles, en particulier au XIXe siècle, avec le naturalisme, le réalisme, l'impressionnisme, le symbolisme, etc. Je pense que ces stratifications, ou le cubisme, en fait, tout ce qui a amené à établir une compréhension évolutive de l'art plastique. Je laisse simplement cela en suspens parce que ce qui me donnait cette idée, c'est la vision dont je ne voulais pas en parler, mais c'était pour l'avoir vu que j'en parle, du film sur Turner, ou Turner, je ne sais pas comment on le prononce, William Turner, Malheur Turner, William Joseph, il s'appelle exactement Joseph Malheur William Turner. Malheur, c'est un mot que je cite parce que, voulant passer incognito à un certain moment, il s'est fait appeler Malheur ou Malheur ou Malheur, donc qui était également une partie de ce triple prénom, Joseph Malheur William Turner, qui le film représente, qui est deux, le film est deux, et d'un cinéaste anglais qui s'appelle Mike Leigh, L-I-K-E, Leigh, L-E-I, Mike Leigh, je ne sais pas le prononcer, Mike Leigh, qui, alors, c'est ça, c'est un film qui est long, il dure 2h29, mais il vaut la peine d'être vu parce qu'il est intéressant, il représente ces dernières années de Turner, il y a une reproduction, une restitution très bien faite de toute l'Angleterre de cette époque, de la société, mais en même temps, du point de vue, c'est le seul que je retiens ici, de l'art de Turner. La position de Turner dans l'art moderne est depuis longtemps définie, vous le savez, par la particularité de son, on pourrait dire, de son inclassabilité. C'est-à-dire qu'il a été classé à un certain moment comme étant un précurseur des impressionnistes, un précurseur de ceux qui, dans l'art moderne, avaient été à la fois une forme de naturalisme et le déplacement de l'art qui s'est orienté vers le paysage, vers l'expression
et la traduction de la nature plutôt que en abandonnant la peinture proprement historique ou la peinture de portrait. Mais ce qu'il y a, c'est dans cet abandon des formes, dans ce choix de Turner pour la peinture la peinture des paysages marins, la peinture des vagues, des atmosphères nuageuses, troubles, de tempêtes, de vapeurs, puisque un de ces derniers tableaux porte justement sur le train à vapeur, le vapeur, train, vitesse, l'expression donc de la dissolution et de la peinture, si l'on pouvait utiliser cette expression, de la peinture des forces, des énergies environnantes, plutôt que celle des formes. Il y a une prévalence chez Turner de la peinture des forces qui sont en action, et dans la force essentielle et la lumière. Cette lumière qui va faire, à travers la peinture moderne du XIXe siècle et jusqu'à Delaunay, et peut-être au-delà d'ailleurs, un des éléments de la recherche. Le dernier mot, alors on voit Turner qui est considéré, qui est un homme ayant, c'est dans les 20 dernières années de sa vie, il est mort en 51, en 1851, il était né en 1775, donc cela fait, il faut toujours calculer, il avait 70 ans à peu près, donc c'est dans les dernières, au moment où on le prend, il a à peu près une cinquantaine d'années, et on représente ces dernières années. Il est pris dans cette recherche obstinée, permanente de cette coïncidence de sa peinture avec les éléments en furie, avec les mouvements, avec les matières. Il se fait à un certain moment, il ne peint pas à ce moment-là, mais il se fait à un certain moment attaché au mât d'un bateau, un peu comme Ulysse dans l'Odyssée, pour échapper aux sirènes, mais là c'est pas pour échapper aux sirènes, c'est pour être en contact avec la tempête, pour saisir exactement cette tempête dont il a peint un certain nombre d'aspects. D'ailleurs, il y a un tableau qui s'appelle, lui, Tempête de neige, où l'on voit des masses de nuages, des masses de neige, des masses d'eau, avec un petit bateau, on s'appelle bateau, faisant des signaux au milieu d'une tempête. Donc, non, c'est un exemple un peu de cette dissolution dans l'œuvre de Turner, des formes même, des contours de l'objet. Ce sont des formes qui jaillissent, mais autour, cette recherche est à la fois l'émanation de ce que l'on peut appeler, que l'on peut appeler autrement que des forces, mais en même temps des figures que l'on peut appeler difficilement aussi autrement que des figures de lumière, c'est-à-dire les figures apparaissent, mais elles apparaissent en tant que ce sont qu'elles se forment dans des éléments lumineux qui sont
qui sont des couleurs. Les couleurs, on voit, il y a à un certain moment un passage très intéressant, d'ailleurs qui n'est pas analysé, mais qui est très subjectif, sur une personne qui apporte un prisme, et un prisme qui décompose la lumière. C'est là où l'on parle et où l'on voit un arc-en-ciel se former, c'est là où l'on pense à Delaunay, et à ce que j'avais dit également la dernière fois, à propos de Delaunay, dont toute la recherche est commandée par la naissance de ces figures de lumière dans sa recherche sur les contrastes simultanés et à la fois la dissolution et la reconstitution de l'objet à partir de la lumière dont les éléments et les composants sont les couleurs. Il n'y a pas de systématisation de ce processus comme chez Delaunay, chez Turner. Tout au moins, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il ait jamais écrit à la façon dont Delaunay a essayé, a tenté de systématiser et même de donner une certaine forme de légitimation scientifique ou pseudo-scientifique à la recherche picturale. Il y a un côtoiement de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de la pensée scientifique ou de la pensée, de l'analyse de la pensée consacrée à l'analyse de la lumière et la recherche picturale. Mais ce n'est pas poussé à un point très déterminant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est précisément ce mouvement que l'on voit se dessiner chez Turner, qui va également être celui, bien qu'il n'y ait pas vraisemblablement de relation directe